Un chirurgien chinois a été banni d'une école de médecine en France en raison de son rôle présumé dans les prélèvements forcés d'organes orchestrés par Pékin. Un événement encourageant à quitter le Parti communiste chinois a récemment été organisé aux États-Unis. La saison des inondations bat son plein en Chine. 50 rivières sont à risque. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un chirurgien chinois a été banni d'une école de médecine en France. Cette décision est motivée par son rôle présumé de médecin tueur. Il est soupçonné d'avoir aidé Pékin à tuer des prisonniers pour leur faire subir des prélèvements forcés d'organes. La Chine est considérée comme le principal responsable du trafic d'organes humains. Il y a 2 ans, la Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantation en Chine a averti l'Académie nationale de médecine de France qu'elle soupçonnait fortement l'un de ses membres honoraires, le chirurgien chinois Jiang Shusen, d'être impliqué dans des transplantations d'organes contraires à l'éthique. L'Académie a finalement répondu. Ils ont envoyé un courrier dans lequel ils ont dit que le fait que les médecins Jiang Shusen soient impliqués dans des recherches scientifiques utilisant des organes non éthiques et tous les autres faits que nous avons exposés dans notre courrier, nous avons décidé de bannir ce médecin de l'Académie nationale de médecine. Shusen a réalisé des milliers de greffes de foie et est le président du premier hôpital affilié à l'école de médecine de l'université du Zhejiang en Chine. Des appels téléphoniques passés sous couverture à l'hôpital ont révélé que le régime chinois s'en servait comme base pour prélever illégalement des organes sur des prisonniers de conscience. Selon une enquête indépendante menée par le China Tribunal, basé à Londres, jusqu'à 90 000 transplantations sont effectuées en Chine chaque année. La majorité d'entre elles sont effectuées sur des pratiquants de Falun Gong de leur vivant. Et en plus, le cas spécifique de la Chine, c'est qu'il s'agit de personnes vivantes. On ne parle pas des personnes qui sont en état de mort cérébrale. C'est vraiment des personnes vivantes qu'on va tuer pour prélever leurs organes et les vendre aux patients qui attendent une greffe. Le cas de Shusen soulève un autre point, les partenariats des hôpitaux français avec la Chine. Par exemple, ici en France, nous voyons que les hôpitaux français signent avec des partenariats avec des hôpitaux chinois. Les techniques que nous, ici en France, on va transmettre aux médecins chinois seront utilisées pour réaliser des greffes non éthiques. Donc en fait, c'est là qu'on est indirectement complice de crimes contre l'humanité. Des chirurgiens français et d'autres pays ont aidé la Chine à développer son industrie de transplantation d'organes. Des célébrations ont commencé dans toute la Chine, marquant le début du mois de juillet. Pour le Parti communiste chinois, ou PCC, le 1er juillet est l'anniversaire de sa fondation. Mais un groupe de défenseurs des droits humains a décidé de donner une autre tournure à ce jour férié, en le baptisant Journée pour quitter le PCC. Plusieurs manifestations de ce type ont déjà été organisées dans le monde. Cette année, le 28 juin était un jour un peu spécial pour Nassau, un comté de Long Island, situé à l'ouest de New York. Cette journée a été baptisée Journée du mouvement Tweedang dans le comté de Nassau. Le terme Tweedang fait référence au fait de se retirer du Parti communiste chinois et de ses 2 organisations affiliées, la Ligue de la jeunesse communiste et les jeunes pionniers communistes. À ce jour, plus de 400 millions de Chinois se sont joints à cette initiative. De plus en plus de gens ont clairement reconnu l'essence du PCC, ils ont vu que le mauvais gouvernement du PCC est la cause première de ce désastre. Puis ils ont rejeté le PCC, ils ont quitté le PCC et ils ont acquis une nouvelle vie pour eux-mêmes. Cette année, depuis le 1er juillet, la crise à laquelle est confronté le régime du PCC est sans précédent. La proclamation du comté de Nassau applaudit la cause en tant que mouvement non violent émergent en Chine. Le mouvement a également désigné le 1er juillet comme journée mondiale annuelle de Tweedang. Il s'agit de la même date que celle utilisée par le PCC pour commémorer sa création. Des célébrations marquant la journée mondiale de Tweedang ont eu lieu au cours du week-end. Des convois de voitures recouvertes de slogans sont apparus dans les rues de la vallée de San Gabriel, à Los Angeles, le quartier chinois le plus dense du sud de la Californie. Chaque voiture, camionnette et camion était couvert de bannières dénonçant le PCC en mandarin et en anglais. Et à New York, des militants des droits de l'homme ont organisé un rassemblement anticommuniste et anti-infiltration à Flushing pour dénoncer les crimes du PCC. Les militants ont également mis le feu au drapeau national du PCC.
La force réelle d'un parti politique ne réside pas dans son nombre de membres. Plus il compte de membres corrompus, plus son pouvoir est faible et plus sa crise intrinsèque est importante. Le mouvement pour démissionner du PCC a commencé en 2004, lorsque l'édition chinoise du journal The Epoch Times a publié pour la première fois une série d'éditoriaux intitulée « Les 9 commentaires sur le Parti communiste ». Cette série montre l'histoire et la nature du PCC. Elle met en lumière ses doctrines de destruction des traditions et de lutte violente. Un centre de service mondial situé à Flushing aide désormais les gens à quitter le PCC sous des pseudonymes pour des raisons de sécurité. Voici ce qu'une personne qui a récemment quitté le PCC a écrit sur le site web du centre. Chaque année, le 1er juillet marque l'anniversaire du Parti communiste, ainsi qu'un jour de souffrance pour notre peuple. Vladimir Poutine a fait une apparition publique cette semaine, sa première depuis la mutinerie de Wagner. L'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, a tenu une réunion virtuelle mardi. La Chine et la Russie dirigent cette organisation. Au cours de la réunion, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est adressé aux États membres, manifestant son opposition à ce qu'il appelle une révolution de couleur. Révolution de couleur est un terme utilisé pour désigner les mouvements de protestation contre les dictateurs ou les régimes autoritaires. Xi Jinping a également exhorté les États membres à renforcer leur solidarité et s'est engagé à offrir environ 3,4 milliards d'euros pour soutenir l'Asie centrale. Outre Pékin, l'Inde joue également un rôle majeur. Le mois dernier, Narendra Modi a effectué une visite à Washington où il a été accueilli en grande pompe. Washington cherche à renforcer la coopération avec le nouveau pays le plus peuplé du monde. Toutefois, l'une des principales raisons est de contenir la Chine communiste. À noter que l'Iran vient de rejoindre l'OCS, dont il devient le 9e membre. La Russie demande également à ce que le Bélarus, l'un de ses principaux alliés, en fasse partie. Aucun des membres de l'OCS n'a condamné la guerre de la Russie en Ukraine. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier mes collègues des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont exprimé leur soutien aux actions menées par le gouvernement russe pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie et la sécurité des habitants. L'OCS est considéré par l'Occident comme l'un des outils de Pékin utilisés pour rallier les pays autoritaires contre des organisations telles que l'OTAN et pour l'aider à prendre la tête de l'Asie centrale et de la région Indo-Pacifique. La saison des inondations commence à frapper la Chine. De fortes pluies engorgent les régions et provoquent des glissements de terrain, causant des dégâts considérables, et s'ajoutent au bilan déjà lourd de l'ère post-pandémique en Chine. Un bureau local a récemment lancé une alerte signalant de graves inondations issues de 50 rivières réparties dans 9 provinces. Les glissements de terrain qui en ont résulté ont contraint plus de 900 personnes à évacuer. Dans la province du Hunan, au sud de la Chine, plus de 10 000 personnes ont été contraintes de se réfugier sur des terrains plus élevés. Environ 2300 habitations ont été endommagées et de vastes étendues de terres agricoles ont été submergées. Les pertes sont estimées à près de 80 millions d'euros. Pendant ce temps, en Chine centrale, une ville est aux prises avec l'inondation la plus grave qu'elle ait connue depuis 50 ans. Les rues et les résidences ont subi le plus gros des dégâts. Depuis la fin du mois de juin, des pluies quasi constantes se sont accumulées et ont créé de forts courants fluviaux. Aujourd'hui, jusqu'à 11 provinces s'attendent à de nouvelles pluies diluviennes dans les jours à venir. Une grande partie de la Chine devrait être touchée, en particulier les régions humides du sud du pays. La Chine mise sur une nouvelle législation pour éviter une crise alimentaire imminente. Mais les critiques disent que la loi n'est pas une solution miracle. Quelle différence cela fera-t-il? Et que savons-nous du dilemme alimentaire de la Chine? Voici la suite. Le Parlement de Pékin, qui valide les lois sans opposition politique, étudie actuellement une nouvelle loi sur la sécurité alimentaire. Cette loi prévoit des mesures telles que le renforcement des stocks nationaux de semences, la promotion de la conservation des aliments et la réduction des pertes de terres agricoles. Les autorités présentent ces mesures comme la réponse aux défis alimentaires auxquels le pays est confronté. Mais les critiques affirment qu'elles pourraient ne mener nulle part en raison d'une mise en œuvre insuffisante au niveau local. Un exemple, une loi alimentaire similaire était déjà sur la table en 2012, mais n'a jamais été mise en œuvre. Par convention, la première directive annuelle de Pékin est axée sur l'agriculture. Ces dernières années, Xi Jinping a également fait de la sécurité alimentaire l'une des principales préoccupations. Avec toutes ces priorités politiques, quel est l'état de la sécurité alimentaire en Chine? La production céréalière du pays a augmenté ces dernières années, mais elle reste insuffisante pour nourrir une population de 1,4 milliard d'habitants.
Les données de l'ONU montrent que plus de 150 millions de Chinois continuent de souffrir de pauvreté et de malnutrition. De plus, des conditions météorologiques extrêmes affaiblissent davantage la production alimentaire. Le problème est rendu compliqué à cause du manque de transparence dans le décompte des denrées alimentaires du pays et de la corruption généralisée dans le système de réserve de céréales. La Chine est devenue de plus en plus dépendante des importations de céréales. Pékin redouble également d'efforts pour stocker les denrées de base en raison de la guerre en Ukraine et des relations tendues avec les États-Unis et l'Australie. Selon le ministère américain de l'Agriculture, la Chine pourrait déjà avoir accumulé plus de la moitié des céréales mondiales à la mi-2022. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.